Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Le journal télévisé a permis aux passionnés de littérature que vous êtes d'avoir voix au chapitre. Vous avez aujourd'hui délaissé l'information et sa réalité pour vous consacrer à d'autres nouvelles sorties de votre imaginaire. Bonjour Claude Sérillon. Bonjour Jacques Pessis. Alors, vous publiez un livre de nouvelles qu'on va évoquer, L'Extravagant, aux éditions 100 000 milliards, titre qui n'est pas choisi par hasard. Et en même temps, on va vous recevoir les clés d'une vie pour parler de votre parcours de journaliste et d'écrivain, car il s'est passé beaucoup de choses. Et le principe des clés d'une vie, vous le savez, vous êtes venu il y a bien longtemps, c'est de raconter votre parcours à travers des dates clés. Bon, alors très volontiers. Alors la première, c'est le 10 août 1973. D'après mes archives, c'est votre premier reportage sur le tournage de Madame Bovary. Oh là là, oui, exactement. Un téléfilm de Pierre Cardinal, avec Nicole Courcelles, Jean Bouis et André Dussolier. Et vous faites ce reportage à Gerberoy. Oui, exact. Et alors, dans la même genre de choses comme ça, je me souviens, et c'était très émouvant pour moi, je suis allé faire un entretien, une interview de Pierre Freinet. Oui. Au but de Chaumont. Je crois que j'ai été en dessous de minable, parce que j'étais tellement impressionné par Pierre Freinet. Je me souviens, j'étais légèrement en dessous de lui, quasiment à genoux. Je lui tendais le micro et j'ai dû poser 2 questions absurdes. Il était d'une très grande gentillesse. Il devait se dire, ce pauvre petit garçon. Mais pour moi, Pierre Freinet, c'était tellement important. D'ailleurs, je crois que d'une certaine manière, quand je revois un peu tout ce que j'ai fait, j'ai toujours été plus impressionné par les créateurs, par les artistes, que par les gouvernants. Pierre Freinet, je crois que c'était son dernier téléfilm qu'il tournait au but de Chaumont, Le Jardinier. Absolument. Et vous aviez de la chance car Yvonne Printemps n'était pas là. Et moi, je me suis retrouvé un jour au théâtre de Michaudière en train d'interviewer Pierre Freinet avec Yvonne Printemps à côté qui ne cessait de l'insulter. C'était leur truc. Ah oui. Ouais. Et est-il vrai que quand il est mort, elle a dit enfin raide? Non, je pense que c'est une plaisanterie. Enfin, elle le supportait pas et quand il est mort, elle ne l'a pas supporté non plus. Elle est morte de chagrin. Elle l'avait quand même volé. Pierre Freinet avait volé Yvonne Printemps à Sacha Guitry. Est-ce qu'il vous arrive, Jacques Pessis, d'être impressionné par des artistes? Bien sûr. Encore aujourd'hui? Bien sûr. Et tout le temps, sinon, quel serait l'intérêt? Il y en a quand même des gens autour de nous. C'est ça qui est formidable, c'est de pouvoir être impressionné, d'être dans l'émotion. Exactement. Alors, vous êtes aussi impressionné à vos débuts parce que, à part ce reportage culturel sur Madame Bovary, quand on consulte votre filmographie, vous ne faites que du sport, cyclisme, judo, basket, que des reportages comme ça, Claude Sérillon. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à Presse Océan en 1970, à la presse écrite, je faisais des chiens écrasés, les faits divers. On a volé des bicyclettes, on a volé une voiture, les crimes, les délits. Puis après, comme moi j'ai appris sur le tas, j'ai pas fait d'école de journalisme, évidemment j'allais faire aussi bien le sport que les manifestations sociales ou autres et tout. Je crois qu'à part la météo, j'ai à peu près tout fait. Ah, il y a un reportage où vous êtes juste avant la météo dans un flash info, c'est le seul. Ah bon? Alors la première fois où vous parlez d'un livre à la télévision, puisque les livres c'est votre passion, Claude Sérillon, c'est pour évoquer Vive le vélo de Jacques Durand qui raconte son histoire en 140 pages. C'est votre premier reportage. Oh là là, alors là, vous voyez, je m'en souvenais même pas. Et le début de votre vie, Claude Sérillon, on peut le symboliser par une chanson. Sur le pont de Nantes, un balier donné sur le pont de Nantes. Chanson qui serait issue d'une romance du XIIe siècle que Guy Béard, Dorothée et Nana Mouskouri ont interprétée. Et Nantes, c'est votre ville de naissance. Ah oui, c'est ma ville de naissance, c'est la ville de mes parents. J'ai encore une sœur qui vit là-bas. Oui, c'est une ville qui a été importante d'abord parce que j'y ai été très heureux. J'ai fait mes études, j'ai commencé dans le journalisme là-bas. J'ai été supporter du FC Nantes. Voilà, c'est devenu une ville, moi, qui m'impressionne parce qu'elle était transformée, cette ville. C'est une ville culturelle formidable aujourd'hui. Donc ça reste dans mon cœur, même si j'y vais pratiquement plus. Et je crois que vos études supérieures de lettres, vous les avez faites à l'université de Nantes. Voilà, c'est ça. J'ai commencé par Hippocagne et puis ensuite la licence. D'ailleurs, curieusement, cette université, au moment où vous y êtes, Claude Sérillon, est présidée par un médecin, Jean-Pierre Kernès. Il se trouve que votre père était pharmacien. Non, il était préparateur en pharmacie. Oui. Mon papa était ardéchois. Il avait lui aussi appris le métier comme ça. C'était un préparateur en pharmacie
à l'ancienne, mais que ses clients aimaient beaucoup. Et il m'arrive encore quelquefois, dans des salons de livres, de rencontrer des gens qui me disent « Ah, mais votre papa était dans telle pharmacie et il s'occupait de moi. » Oui, et il s'occupait aussi d'envoyer des médicaments à des associations. Oui, il travaillait pour une association qui récupère des médicaments, les trie, voit leur validité, les reconditionne et ils les envoient en Afrique. Oui, parce qu'à l'époque, la redistribution des médicaments était autorisée. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Elle est interdite en France depuis 2009 parce que l'OMS l'a décidé. Oui, parce qu'il y a eu beaucoup d'abus. Qu'ensuite, il y avait des envois qui étaient des médicaments qui n'étaient pas du tout adaptés aux personnes à qui on les envoyait. Donc, ils y ont mis un terme. Voilà. Alors, il se trouve que votre médicament à vous, c'est la lecture. Et je crois que l'un des premiers auteurs qui vous a marqué, et puis vous avez des points communs de naissance avec lui, c'est Jules Verne. Ah oui, moi je trouve que Jules Verne, Alexandre Dumas, c'est des gens qui inventent des histoires. La créativité, l'imaginaire de Jules Verne est absolument exceptionnel. Et ça, c'était... Moi, j'aime bien ceux qui me racontent une histoire, ceux qui me prennent par la main et puis qui me font rentrer dans un monde imaginaire. Finalement, l'équilibre ou le déséquilibre formidable quand on est journaliste, c'est d'être proche de la réalité, proche de l'actualité, du réel, du solide, de l'abrupt quelquefois et du violent, et puis d'avoir cette deuxième partie qui est totalement libre, où on invente des histoires. Donc Jules Verne, et récemment j'ai relu le Monte Cristo de Dumas, c'est exceptionnel. Les scénaristes américains, ils n'ont rien inventé par rapport à tout ça. Et d'ailleurs, il y a un Jules Verne méconnu qui est paru en anglais en février 1889, qui est la journée d'un journaliste américain, une nouvelle. On l'a attribuée au fils de Jules Verne et c'est lui qui l'a signée. Et elle a été publiée en 1891 dans le Moniteur de la Somme, le journal d'Amiens. Un méconnu, parce qu'il a écrit plein de choses qu'on ne connaît pas. Je vous reconnais bien là. Alors, finalement, quand vous commencez à Presse Océan, vous avez des moyens très limités. Je crois que vous avez une 2 chevaux pour vous promener dans les circonscriptions. Ah, c'est-à-dire que les moyens du journal, ils étaient limités. Puis moi, je terminais très tard dans la nuit parce que pour la dernière édition. Donc j'ai eu une Sim Camille, une 2 chevaux. Mais c'était formidable parce que il fallait suivre les voitures de pompiers ou la police. C'est comme ça. C'est formateur. Mais j'ai la rédaction locale de Presse Océan qui était dirigée par Daniel Garnier m'a tout appris. Je crois que la base de mon métier, je l'ai appris là. Et je crois que l'origine de votre métier, c'est un voyage en Norvège, un reportage sur le club de football qui doit rencontrer le FC Nantes, Claude Sérillon. Voilà, mais là c'est un domaine que vous connaissez pas très bien quand même. Nantes, le FC Nantes était une grande équipe. À l'époque, il y avait Saint-Étienne et Nantes. Oui. Hein, Nantes avait gagné le titre de champion de France et il était opposé à un club que vous connaissez très bien, Jacques, qui s'appelle le Strømsgodset. Bien sûr. De Drammen. Voilà. Déjà, c'est facile à prononcer. Et j'étais allé pousser la porte de Presse Océan en disant je pars avec des copains jusqu'au Cap Nord, je vais passer par là et je vous ferai un reportage. Et la famille Garnier, qui était très nombreuse dans ce journal, m'a dit ok, banco. Ils m'ont donné des pellicules de films, puis ils m'ont dit vas-y, tu nous envoies ça. Voilà, donc, mais j'ai fait 5 papiers que j'ai envoyés comme ça, et c'est réellement mes débuts, puisqu'ensuite ils m'ont engagé, quoi. Vous ne pensiez pas être journaliste à l'époque? Si, moi c'est 68 qui m'a convaincu d'être journaliste. Moi je me suis toujours intéressé à l'actualité, au débat d'idées, à rencontrer des gens différents, et je voulais être journaliste depuis 1968. Et puis l'un de vos premiers scoops, c'est l'incendie de la cathédrale de Notre-Dame. Oui, n'exagérons rien. Il se trouve qu'au moment où l'alerte incendie de la cathédrale de Nantes est déclenchée, je suis à la caserne des pompiers avec eux et que je les suis et que je monte avec eux dans le toit et qu'on redescend très vite parce que ça commence à s'écrouler. Donc j'ai pu faire un papier là-dessus, disons que les circonstances. Mais je pense que la vie, elle est faite de rencontres. Il n'y a pas de hasard. Il y a des rencontres, il y a des choses qu'on force un peu. Et puis ça se déroule. Et puis après, si on travaille et si on a quelques capacités, ça va, quoi. La preuve que la vie est faite de rencontres, vous êtes entré, Claude Sérillon, à l'ORTF par hasard. Ah oui, totalement. Ça va me flatter, mais le même jour, on m'avait proposé de rentrer au journal Le Monde. Oui. Et je suis rentré à la télé parce que j'y connaissais rien. Parce qu'en fait, moi, quand je connais pas, j'ai envie d'aller voir. Je pense que
la curiosité que certainement l'éducation de mes parents m'a transmise, c'est ça. C'est absolument nécessaire quand on veut être journaliste, quand on veut regarder ce qui se passe, à la fois dans son quartier comme à l'autre bout du monde. Il faut être curieux. Donc moi, quand je connais pas, j'essaie d'aller voir. C'est comme ça que j'ai eu des hauts et des bas dans ma vie, mais ça m'a permis aussi de m'ouvrir la tête. Voilà. Vous êtes rentré très exactement à Paris-Île-de-France. Voilà. C'était quoi à l'époque? C'était pas ce qu'on connaît aujourd'hui. Alors c'était l'ORTF Paris-Île-de-France. C'était un embryon de ce que deviendra ensuite le réseau de la 3. On était installé rue François 1er. Dans les locaux qu'occupe maintenant Dior, c'est vous dire. On avait un petit studio, il y avait des gens très célèbres là-bas, Micheline Sandrel, Betty Duro, Jean-Claude Narcy, qui étaient là. Et moi, je suis rentré de petit jeune là-dedans et j'ai appris là aussi sur le tas, grâce aux équipes des caméramans, des preneurs de son, tout, qui m'ont appris là aussi à ce qu'était ce métier de faire des reportages, d'écrire un commentaire. Vous savez, moi, quand j'ai fait mes études de lettres, j'étais très passionné par le nouveau roman. Mais quand j'ai commencé comme journaliste, on m'a tapé sur la tête parce qu'on m'a dit attends, dans une phrase, il y a un sujet, un verbe et un complément. Donc tu dois être rigoureux et précis. Et ça aussi une leçon que j'ai retenue. Et vous êtes arrivé à la télévision en même temps que la 3e chaîne, qui au départ devait être culturelle et qui est devenue une chaîne des régions, ce qui n'était pas prévu. Oui, mais moi je suis arrivé je suis passé sur la 2 directement de l'Ouest. Oui, mais en même temps la 3e est née directement. Ah oui, exact. À ce moment-là. Oui, exact. Mais moi je suis arrivé à Antenne 2. C'était Marcel Julien, le PDG. Voilà. Et ça, c'était un grand souvenir de cet homme immensément cultivé, drôle et attentif aux gens avec qui il vivait. Et justement, la télévision, on en reparle avec une autre date, le 24 octobre 1986. À tout de suite sur Sud Radio avec Claude Sérillon. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Claude Sérillon, le romancier avec des nouvelles, l'extravagant, dont nous parlerons tout à l'heure, qui est chez 100 000 milliards éditions. Mais on en revient pour l'instant à votre parcours de journaliste. On a vu vos débuts à Nantes et ailleurs. Et je parle du 24 octobre 1986, car ce jour-là, au Lido, vous recevez un 7 d'or du meilleur présentateur. Oui. Oui. Eh ben, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Ah bon? Je l'ai perdu. Alors, c'est vrai que j'ai déménagé quelques fois, mais je l'ai perdu. Mais c'était un joli moment. Avec Bernard Rapp, on présentait le journal. C'était c'est des moments formidables que j'ai passés à la rédaction. Oui. On était dans une très grande liberté, une très grande indépendance, avec une capacité à faire beaucoup de choses, d'être très libre, d'aller voir sur place. Et ça, c'était Oui, ça c'était parmi mes meilleurs souvenirs de journaliste. Alors il se trouve que ce soir-là, vous succédez à Christine O'Krent, qui avait eu le premier 7 d'or, vous êtes le second. Le meilleur journaliste ou reporter, c'est Anne Sinclair. Le meilleur magazine, c'est Droit de réponse. Et la meilleure émission de variété, c'est une émission sur un chanteur que vous aimez. Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage. Brel, je crois, fait partie, comme la chanson française, de vos écoutes favorites. Oui, je peux pas dire que c'est lui plus qu'un autre ou d'autres, ou Brassens, ou Bécaud, ou Ferré, ou moi j'aime beaucoup Georges Chelon. J'aime beaucoup la chanson française. Je suis très admiratif de Barbara, de ces gens-là. Donc, pardon pour ceux que je ne cite pas, mais il y a une qualité des textes de Pierre Perret ou d'autres, c'est un vrai bonheur. Donc moi j'écoute beaucoup la chanson française. Oui. Vous avez bien raison, faut continuer. Alors il se trouve que Brel, cette chanson, c'était son premier succès, et quand il a reçu le Grand Prix du disque, il a dit « J'ai débuté longtemps pendant 3 ans ». Vous avez débuté beaucoup plus vite que pendant 3 ans pour le journal télévisé. C'est-à-dire que vous avez commencé à assurer des flashs à 18h45. Oui, ça c'est nouveau. On alternait, on a fait des flashs l'après-midi en alternance avec Gérard Rolls. Ça, c'était nouveau à l'époque. Ah bah oui, parce que de toute façon, l'antenne ne commençait... Au départ, on n'avait même pas le journal le midi. On commençait dans l'après-midi, donc il y avait des flashs que Gérard et moi on faisait. Puis ensuite, il y a eu Antenne de midi. Et puis ensuite, on est passé à 24h/24. Mais dans un premier temps, on était une demi-chaîne, si j'ose dire. Oui, mais effectivement, des flashs de 3 minutes, ça demandait presque autant de travail qu'un journal d'1 heure. Oui, enfin c'était, on va pas se vanter, on faisait ça un petit peu à l'arrache parce qu'il y avait des dépêches, on n'avait pas d'image, c'était de la radio filmée. Hein. Oui, il fallait avoir une cravate, c'est tout. Voilà, mais ça je les ai gardés.
Honnêtement, elles sont pas toutes montrables aujourd'hui. Alors, il se trouve aussi que le premier reportage que vous faites dans Antenne de Midi avec Daniel Bilalian, c'est sur les mouvements autonomistes corses. Ah oui. Oui. Et au hasard au destin, le premier 20h que vous présentez, c'est à l'heure des résultats des élections de la première assemblée corse. Eh ben alors, c'est fou, hein. Vous me rafraîchissez la mémoire, là. Ah oui, oui. C'est fou. Mais pendant plusieurs années, j'étais un peu le journaliste de service pour la Corse. J'y suis allé très, très souvent. J'ai vécu l'après-aléria, les moments d'autonomie, mais plutôt intelligents d'ailleurs à l'époque. Donc ça, c'était très intéressant. Mais là aussi, il y avait une curiosité. Je ne connaissais pas la Corse, moi. Donc il a fallu aller sur place. Il a fallu nouer des contacts. Et je me félicite d'ailleurs, j'ai gardé un ami de cette époque-là, qui est corse, qui vit toujours en Corse. Il se reconnaîtra, il s'appelle Guy. Et c'est un de mes amis les plus fidèles. On a noué une belle amitié depuis 1976. Alors, vous progressez régulièrement, puisque d'abord, c'est des reportages avec votre voix, et ensuite, vous commencez les plateaux à l'écran. Oui, alors, on faisait des remplacements. Hein. On était un peu joker. Il y avait ceux qui avaient le poste, et puis, de temps en temps, ils partaient. Et d'ailleurs, on était là à guetter le moment où ils allaient partir pour pouvoir faire un petit peu d'antenne. Donc ça, j'ai appris là aussi. J'ai beaucoup regardé. Il y a des gens qui m'ont inspiré, des gens comme Jean Lanzy ou Jean-Marie Cavada étaient pour moi des références. Jean-Michel Desjeunes, qui sont des noms peut-être un petit peu oubliés maintenant, mais qui m'ont beaucoup impressionné par leur capacité à être à l'antenne avec à la fois une rigueur, mais aussi une personnalité, une subjectivité, une émotion qu'il faisait passer quelquefois. Alors, il y a eu des hauts et des bas dans votre carrière, Claude Sérillon. Oui. Notamment, il y a eu une revue de presse d'Antenne 2. Je suis sûr que vous allez parler des bas. Il faut les évoquer quand même. D'abord, il y a eu les Diamants de Bokassa. Ça vous a coûté très cher. Il y a eu Bokassa, il y a eu Malik Oussekine, plus tard il y a eu Jospin. Voilà, moi j'ai un tempérament à être très libre dans ma tête, à pas... Je considère que quand on fait son métier, qu'il faut être un peu exigeant, rigoureux, et qu'il y a des choses sur lesquelles il ne faut pas céder. Et si on a fait son travail avant, et qu'on est assez solide pour dire non, il faut en parler, moi je n'hésite pas à le faire, ce qui m'a valu quelques désagréments. Les Diamants de Bokassa, en même temps, vous avez résisté, mais ce qui n'a pas résisté, c'est l'éditeur qui s'apprêtait à publier les mémoires de Bokassa. Le livre a été imprimé à côté d'une fortune, mais n'est jamais sorti. Il n'est jamais sorti, jamais. Exact. C'est un collector. Oui. Alors, effectivement, à chaque fois, vous êtes revenu. Oui. Vous êtes revenu à chaque fois. Alors, je crois qu'en 81, vous revenez comme chef du service société, ce qui n'a rien à voir avec ce que vous faisiez avant. Non, mais avant, j'ai fait la chronique judiciaire, beaucoup, avec Paul Lefebvre. Oui. Je présentais des journaux comme ça, en Joker ou Tard le soir, autres. J'ai bougé beaucoup dans tout ce que j'ai fait. Et puis, j'étais plutôt dans les faits de société. Donc, mais à partir de 80, j'ai surtout commencé à faire des présentations de journaux, quoi. Mais il faut tenir moralement le choc quand on est viré, qu'on revient, qu'on repart. Oui, j'étais viré, j'étais mis au placard, comme on disait à l'époque. Hein. J'ai même eu, j'ai eu un titre donné par le Canard enchaîné. J'étais placard d'or, moi, plusieurs années, quoi. Ce qui était, on traitait d'emmerdeur aussi. Mais moi, je me penche pas beaucoup, c'est gentil de revenir là-dessus. J'essaye de me souvenir que des bons souvenirs, que des bonnes choses et des choses que j'ai apprises et qui font que je suis l'homme que je suis aujourd'hui. Tous ces gens-là, ils m'ont formé. Peut-être que moi, j'ai commis des erreurs, d'ailleurs. Hein, quelquefois, voilà. Donc, on se façonne comme ça. On apprend et puis on s'ouvre un petit peu entre les moments où je fais du reportage en Corse ou à Sarajevo ou ailleurs. Et puis, quand je vais dans les dernières années où je suis à la télé avec Michel Drucker, c'est des grands écarts. Mais à chaque fois, ça permet de connaître, d'apprendre, de découvrir les autres. Oui, et en même temps, vous n'êtes pas le premier ni le dernier à avoir fait ça. Claude Darget, qui présentait le journal télévisé, avait le message carrément du ministre sur son bureau et il prenait le papier, il le lisait à l'antenne pour montrer qu'il n'était pas d'accord. Oui, tout à fait. Et on imaginait ces pratiques des années 60 totalement disparues quand vous êtes arrivé, Claude Sérillon. Non, je dirais que jusqu'en 81, il y a eu les pressions et tout. Après, il y a eu un mieux, puis il y a eu des moins bien, et puis c'est revenu. Ça a toujours été... Vous savez, la tentation des gens qui sont au pouvoir, c'est toujours de s'en occuper. Regardez, aujourd'hui, on veut à nouveau s'occuper de l'audiovisuel public. Ce qui me semble une absurdité, une imbécilité, pour ne pas dire autre chose.
franchement, laissons les gens qui sont spécialistes, qui sont experts, qui sont journalistes, qui sont animateurs, producteurs, faire leur métier. Et pourquoi est-ce que les élus politiques veulent à tout prix s'occuper de ça ? Alors moi, ce qui me fascine aussi, c'est que le public, à chaque fois, vous a suivi. Lorsque vous avez eu des problèmes, il y a eu des pétitions et le public a dit « mais on veut voir Claude Sérillon ». Ouais, c'est vrai, il y a une certaine sympathie pour moi, peut-être parce que justement, je suis un peu trublion sur certaines choses. Vous étiez aussi trublion dans votre adolescence à la fac ? J'étais bavard. Bien avant la fac, même en classe et au lycée, j'étais bavard, oui. On disait, j'étais plutôt un bon élève, on va dire que j'étais un élève moyen ou bon élève, mais j'étais souvent marqué insolent. Oui, voilà. Et ça a continué avec mai 68, vous avez carrément pris position. Oui. Ben moi, je découvrais tout d'un coup qu'une société pouvait évoluer, pouvait être bouleversée, et que des idées nouvelles qui étaient à 100 000 lieues de ma famille, de mon éducation, pouvaient m'intéresser. Et au fond, aujourd'hui, quand je lis, quand je rentre dans une librairie, je cherche des livres que je ne connais pas, des auteurs que je ne connais pas, parce que j'ai envie de découvrir. J'ai envie de me dire, tiens, je pense comme ça, mais il y en a d'autres qui pensent autrement. Donc, essayons d'apprendre. Et vous avez une particularité, je crois d'ailleurs, quand vous lisez un livre, il vous arrive de le laisser quelque part pour que d'autres le lisent. Toujours. Moi, je ne garde pas mes livres. C'est-à-dire que j'ai eu des périodes où, au moment du journal, ou quand j'étais avec Michel Drucker, je recevais beaucoup de livres. Je les ai pratiquement tous donnés. Je les distribue. Je suis très frappé par ça, c'est que pourquoi entasser des bibliothèques chez soi si on ne relit pas les livres ? On peut en garder parce qu'il y a des livres qu'on peut relire, mais pour le reste, il faut faire partager la lecture. C'est formidable quand vous dites, vous êtes dans un train, vous terminez le bouquin, vous demandez à vos amis, vous voulez le lire ? Vous allez voir, c'est formidable, ça va vous faire passer un bon moment. Regardez d'abord, la personne va sourire, sera contente, et puis vous dites, peut-être que ça va transmettre, que ça lui donnera envie d'aller en acheter un autre, et ainsi de suite. Et c'est peut-être pour cela que vous demeurez encore et toujours un homme à la page. On va continuer à parler de vous avec une autre date importante dans votre vie, une autre spécificité, le 9 décembre 1989. À tout de suite sur Sud Radio avec Claude Sérillon. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Claude Sérillon. Nous parlerons tout à l'heure de ce 25e livre plutôt, L'Extravagant, un recueil de nouvelles aux éditions 100 000 milliards. D'ailleurs, on expliquera pourquoi cette édition porte ce nom. On en revient à votre parcours et le 9 décembre 1989 est un moment qui figure dans les annales de la télévision. Il y a un type un jour, il m'a dit « mais arrête de te plaindre ». J'ai dit « mais si je m'arrête de me plaindre, je gagne plus ma vie ». Plus je me plains, plus les gens ils se marrent. Michel Boujna vous raconte ses maladies et vous avez un fou rire en direct du Téléthon qui dure plus de 2 minutes. J'aurais dû déposer ce fou rire. Je serais très riche. En fait, pour moi, ce qui est important, je pense que c'est une des rares fiertés que j'ai dans mon parcours professionnel, c'est d'avoir participé à la création du Téléthon. On est nombreux à l'avoir fait, il y a plein de gens qui ont... à commencer par la FM de Barato. Mais moi, je suis très fier d'avoir été dans la première aventure du Téléthon. Vous savez qu'au départ, personne ne croyait en ce Téléthon. Jerry Lewis est venu plusieurs fois à Paris pour le proposer et personne n'en voulait. Absolument. Donc, et d'où, quand il est venu pour la première année, il nous a vus, Michel Drucker, Gérard Rolls et moi, comme ça. Honnêtement, d'après ce qu'on sait, il nous a trouvés très amateurs. Et puis, le lendemain matin, il logeait dans un très très bel hôtel de Paris. Il met la télé, puis il voit le chiffre du compteur. Et donc, en une soirée, on avait fait plus que lui en 10 ans. Donc, il est revenu, et le soir même, le samedi soir, il a été formidable. Il a fait un très grand numéro. Mais c'est surtout que moi, on a créé quelque chose qui maintenant appartient à tous les Français. C'est que chaque année, à la même époque, début décembre, dans pratiquement toutes les communes de France, il y a le Téléthon. Et ça, je vous dis, c'est une vraie fierté, ça m'émeut. Et quand je vois des enfants ou des adultes qui sont atteints de myopathie ou de maladies qui sont dues à des défectuosités cellulaires, génétiques,
ça m'émeut beaucoup. Je me dis, tiens, on a fait quelque chose. Sans doute pas assez, sans doute que ça bouge pas assez, mais il y a déjà des résultats de thérapie génique. Et c'est un sujet, moi, qui me touche beaucoup. Et je suis très fier d'avoir été là et je suis très heureux que la France bouge chaque année pour ça. Oui, et d'ailleurs, c'est l'un des rares pays à bouger aujourd'hui avec les États-Unis. Mais surtout, ça nous ramène à votre enfance, car adolescent, vous étiez déjà, Claude Sirion, dans le bénévolat. Oui, j'ai fait, parce qu'on était une famille où on faisait beaucoup dans le monde associatif, hein, surtout mes parents. Les enfants un peu moins, mais enfin on était toujours un petit peu on était façonnés par ça, quoi. C'est-à-dire que s'intéresser à l'autre, toujours se dire ça pourrait m'arriver, donc il faut faire quelque chose. Et puis après, d'ailleurs le premier livre que j'ai fait en 87, je l'ai fait à la suite d'un voyage avec Xavier Emmanueli pour Médecins sans frontières. Et c'était un livre sur l'humanitaire, ça s'appelait De quoi je me mêle, parce que j'ai beaucoup de respect, moi, pour les gens qui ainsi donnent de leur vie, et quelquefois ils sacrifient beaucoup de choses de leur vie pour les autres. Alors, j'en reviens à votre fou rire, parce qu'il a quand même marqué la télévision. Vous avez toujours eu un fou rire que vous n'avez jamais à arrêter. Oui, c'est ça. D'abord, j'ai un rire naturel un peu sonore, ça c'est vrai, qui dérange quelquefois, mais je crois que j'essaie d'être dans la vie, comme à la radio, comme à la télévision, quoi. Je suis un peu spontané, quoi. Alors, je me suis un peu renseigné. Il y a un certain Belashwesh Girma, un Éthiopien, qui est le recordman du rire. Et il est le recordman mondial. Il a établi le rire le plus long à 3h06. Ah oui, moi c'est très très loin, là. Je crois qu'avec Michel Bougelin, si on a fait un quart d'heure, 20 minutes, c'est un maximum quand même. En tout cas, vous avez résisté au fou rire un jour où, en plein direct du journal, le sigle de la chaîne est tombé derrière vous. Ah oui. Ah oui, Stéphane. Vous savez, les décors, maintenant, c'est pour l'essentiel des fonds verts, c'est du numérique, comme on dit. Mais la première fois où Alain Gillot-Pétret présente la météo, il a un panneau. Et puis, il y a des aimants pour tenir les nuages et compagnie. Les aimants sont barrés. Donc, tout d'un coup, il n'y avait plus ni orage, ni pluie, ni soleil, il n'y avait plus rien et tout. Oui, c'est ça, quoi. Mais un sigle qui tombe, c'est rarissime. Vous avez entendu un grand bruit et puis... Oui, mais on bricolait beaucoup à une certaine époque. Alors, on vous appelle à l'époque, et j'ai retrouvé les archives journalistiques, le couteau suisse de la chaîne. Parce que j'étais utilisé un peu partout, c'est vrai. Moi, c'est en même temps, c'est mon privilège, c'est que j'ai fait aussi bien une émission avec Maurice Reims, qui s'appelait Haute Curiosité, que La Nuit des Étoiles avec Hubert Reeves, que j'ai fait plein d'émissions différentes. J'ai fait Géopolis, qui était une émission de géopolitique. J'ai fait des émissions de débat qui ressemblaient à Droit de réponse. Oui, c'est vrai que j'ai fait un petit peu tout, mais c'était formidable. J'ai fait une série avec Cousteau. Donc, tout ça est passionnant, mais ça participe aussi de mon envie de ne pas être cadré dans un petit coin et de faire que la même chose tout le temps. Voilà. Alors justement, j'ai répertorié quelques-unes de ces émissions. Il y en a qui ont duré longtemps, d'autres qui ont eu une vie brève. Il y a une émission très particulière, c'est Édition spéciale, où vous êtes derrière votre bureau avec les papiers entassés et vous la présentez. Et ça, c'est la seule émission que j'ai vue dans ce genre, avec les papiers sur la table et le bureau. Oui, c'était pour montrer comme si c'était une rédaction. Quelquefois, on a des idées particulières. Mais c'est vrai que c'est assez rare. En plus, les papiers aujourd'hui, il n'y en a plus, on a un ordinateur, mais à l'époque, les papiers, c'était quoi? Oui, d'ailleurs, vous observerez que la plupart des présentateurs des journaux télévisés, maintenant, ils ont un bloc, enfin, à la main et tout. Ça sert à rien, puisque de toute façon, il y a le prompteur. Donc c'est une illusion qu'il pourrait avoir les mains libres. Alors, il y a eu aussi les dossiers de l'écran, car vous avez été le dernier présentateur, Claude Sirion, on l'oublie un petit peu, des dossiers de l'écran. Je venais de me faire virer, une fois de plus. Et Armand Jameau m'a fait signe, il a été formidable, et il m'a demandé de présenter quelques dossiers de l'écran. J'ai dû en présenter 5 ou 6, je pense, comme ça, dont un dont je me souviendrai toujours, c'était avec Michel Morgan. Et elle est arrivée dans une très belle voiture, on a ouvert la portière, et je l'ai amenée à moi. J'étais à son bras, et nous sommes allés faire cette émission. Elle était extrêmement attentive, souriante, joyeuse et tout. Elle regardait un peu apeurée parce que c'était pas son truc, les longues interviews. Et elle demandait toujours à Gérard Aubry de lui faire un signe si ça allait. Oui, elle était très timide, Michel Morgan, en interview. Oui, elle était d'une grande timidité, je pense aussi. Et les premiers dossiers de l'écran, en 67, le premier c'était un dossier de l'écran, un débat sur les criminels nazis. On croyait tellement peu à l'émission qu'Armand Jameau avait loué le décor pour 4 semaines en disant on n'ira pas plus loin. Oui. C'est une grosse personnalité, Armand Jameau.
Et il a inventé des chiffres et des lettres. Absolument. D'ailleurs, dans un taxi, il allait proposer une autre émission. Il a eu l'idée dans le taxi et il est arrivé avec ce projet. Cette nouvelle émission. Ça a duré 50 ans. Alors, Géopolis, on y revient parce que c'est quand même un magazine qui était en avance sur son temps, Claude Sérillon. Je pense que quand je l'ai proposé à Hervé Bourges, qui était à l'époque le PDG, lui il a sauté là-dessus parce que ça l'intéressait beaucoup, la géopolitique. Et on a inventé un genre qui était très simple, au fond. On faisait de l'histoire avec des archives, on faisait de la géographie avec des cartes, et puis un reportage d'actualité. Et pendant 12 ans, on a fait des émissions sur à peu près tous les pays où on a raconté ça. Et une de mes émotions, c'était un jour, j'étais à Cotonou, au Bénin, et des étudiants m'ont dit « Mais c'est formidable parce que grâce à vous, on a appris de l'histoire de notre pays ». Ils m'ont dit, mais c'est terrible parce que nous, habituellement, on sait plein de choses sur vous, mais on ne sait jamais rien sur nous. Donc, merci beaucoup. Oui, c'est une chose qui manque un petit peu aujourd'hui, justement. Je trouve que la géopolitique, il y a Dessous des cartes d'Émilie Aubry, qui est une très bonne émission, que j'aime beaucoup, qui manque dans les journaux télévisés même. Regardez, aujourd'hui, il y a cette catastrophe, aujourd'hui, on enregistre, il y a Papouasie-Nouvelle-Guinée. Si je vous dis ça, je ne suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui sache où se trouve la Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est au nord-ouest de l'Australie. Mais il faudrait mettre une carte. Dans les journaux de télévision, on manque de cartes. Alors on l'explique souvent pour la guerre en Ukraine ou un peu pour ce qui se passe en Palestine. Mais les cartes, c'est important. La géographie, c'est essentiel de savoir où on est. Souvent, d'ailleurs, un conflit s'explique par la géographie. Sarajevo, ça s'expliquait beaucoup par la géographie. Et il se trouve aussi que dans les émissions qui ont marqué l'histoire de la télé, cette Nuit des étoiles, qui était au départ, je crois, la Nuit des étoiles filantes, la première fois, avec Hubert Reeves, ça aussi, c'est un grand souvenir pour vous, Claude Sérillon. C'était la seule émission de télévision où on disait aux gens d'être attentifs, mais de ne pas regarder la télé. On disait sortez, regardez le ciel. C'est-à-dire que Hubert avait été un conteur formidable. Il nous a fait aimer les étoiles. Rendez-vous compte, comment expliquer un trou noir? Comment expliquer la vie des étoiles qui sont mortes alors qu'elles nous arrivent encore? Lui, il avait cette capacité de raconter les comètes, de raconter les étoiles, de raconter les gaz, les matières qui se trouvent dans l'univers. C'est exceptionnel. Et on a tenu pendant 12 ans le tard le soir. C'est d'ailleurs assez intéressant de voir que dans tous les clubs, un petit peu partout en France, on regarde le ciel au même moment. C'est dommage qu'il n'y ait plus l'émission. En même temps, Hubert Reeves avait une autre qualité extraordinaire qu'on connaît peu, c'était un grand musicien. Ah, très grand. Il jouait du piano, il jouait Bach qu'il adorait, mais il détestait l'orgue parce que ça lui rappelait les souvenirs d'enfance à l'église qui étaient dramatiques. Oui. Et je crois qu'il avait enregistré une version de Pierre et le Loup. Exactement, de Prokofiev. Alors, aujourd'hui, vous continuez à faire de la télévision, mais à votre façon, par des podcasts, je crois. Oui, j'enregistre des podcasts pour des associations, pour des gens qui veulent sensibiliser aux problèmes de biodiversité, de l'évolution du climat, de la recherche. J'ai fait récemment toute une interview sur les cellules souches embryonnaires qui permettent de réparer des déficiences de cellules. Tout ça est très intéressant. Là aussi, c'est un domaine qui demande beaucoup de travail, de lire des articles, des livres, de se rendre compte de l'étendue du réchauffement climatique, pourquoi, comment, qu'est-ce qu'on peut faire. Là, j'ai notamment avec Jean Jouzel, mais avec beaucoup d'autres chercheurs, avec des spécialistes qui sont de toute l'Europe. Et donc j'enregistre ces podcasts et c'est un moyen, mais c'est un moyen concurrent de Sud Radio. Voilà, vous en faites vous aussi, quoi. C'est-à-dire, je pense que maintenant les auditeurs ou le téléspectateur ne veut plus être lié à un horaire précis. Il veut pouvoir écouter sa station qu'il aime, en l'occurrence Sud Radio, mais au moment où il est disponible. Oui. On est moins coincé. Rappelez-vous, quand même, avant on disait la messe du 20h, donc les gens s'arrêtaient. Ou ils mangeaient avant, ou ils mangeaient pendant, ou après, mais c'était un repère. Maintenant, c'est perdu, ça. Ouais. Alors, je vous signale que nous sommes sur YouTube, nous avons plus de 900 000 abonnés, donc ils seront heureux de vous entendre dire tout ça, mais vous faites partie de ceux qui peuvent dire « les jours où je n'apprends rien ne sont pas des bons jours ». Oui, sans doute. Sans doute, oui. Oui, sans doute. Au moins, d'avoir appris quelque chose chaque jour un peu. Quelquefois, c'est simplement en parlant avec son voisin. Quelquefois, c'est en lisant, souvent. Quelquefois, c'est aussi par curiosité. Mais si, moi, les seuls livres, vraiment, je disais que les livres, je les donne. Les seuls livres vraiment que je garde, moi, c'est les dictionnaires. J'adore les dictionnaires.
Je trouve qu'aller chercher les définitions de dictionnaire, surtout si vous avez des vieux dictionnaires, vous voyez l'évolution de la définition. C'est formidable. Bernard Pivot, lui, avait commencé sa vie enfant en découvrant les dictionnaires. Oui, absolument. On a fait des émissions ensemble avec Bernard. Vous vous rendez compte qu'il avait eu par 2 fois l'immense élégance de me dire, c'était Géopolis et lui Bouillon de Culture, et évidemment c'était plus important. Et ben moi, il mettait Géopolis avant son émission, parce qu'il disait, il faut qu'on explique le pays où on est. C'est formidable. C'est formidable, mais il nous manque beaucoup. Ouais. Et je crois qu'il ne sera pas remplacé de sitôt, sauf peut-être par vous. Vous pourriez faire une émission littéraire, non? Sur Sud Radio. Ou à la télévision. Ou à la télévision. Je pense qu'il y a vous demande. savez, je sais pas. Je pense qu'il faut savoir tourner une page aussi. Tournez une page, justement, celle de vos livres, qu'on va évoquer à travers une autre date, le 15 mars 2024. À tout de suite sur Sud Radio avec Claude Sérillon. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Claude Sérillon. On a évoqué votre parcours télévisuel, mais il y a le passionné de livres que vous êtes, le romancier, l'auteur de poèmes. Et vous publiez votre 25e livre qui est sorti le 15 mars 2024, L'Extravagant, un recueil de nouvelles. Alors moi, j'ai lu plusieurs de vos livres, dont des recueils de poèmes. Un recueil de nouvelles, c'est pas si courant que ça de votre part. Ça doit être mon 3e ou 4e quand même, mais celui-là est assez particulier parce que j'ai mis beaucoup de temps à l'écrire. Comme c'est des nouvelles un peu bizarres, un peu étranges, qui peuvent surprendre, j'ai mis beaucoup de temps parce que je voulais aller vers quelque chose d'un petit peu extravagant, effectivement. C'est-à-dire que ce sont 10 nouvelles pour explorer l'imaginaire. Voilà. Comment est venue cette idée ? Parce que j'ai commencé, je crois qu'un des premiers que j'ai écrit, c'est la nouvelle sur le mal de mer. C'est-à-dire qu'un jour, alors je vais raccourcir, hein. Un jour, on se réveille à Nice, devant la baie des Anges, et la mer est partie. Elle en a eu marre, la mer. C'est-à-dire, j'en fais un personnage. La mère en a eu marre, parce que tous ces gens d'abord qui la regardent, comme ça, puis qui jettent leurs affaires dedans, et puis qui s'en foutent, elle est partie. Et donc, patatras, vous avez la baie qui est vide. Et alors là commence l'imaginaire. La baie vide, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des saletés, il y a des rochers, puis il y a des choses étranges comme ça. Et donc j'en ai fait un petit polar, parce qu'il y a une intrigue à chaque fois. Et ça m'a conduit à me dire, tiens, je vais aller explorer ce genre-là, d'aller raconter des histoires qui sont a priori un peu absurdes, mais qui forcément ont un sens. L'histoire de la pelle à tarte, elle est particulière. Il y a le vol d'une chaussette, des choses comme ça. Alors justement, oui, il y a plein de choses. Bon, sur la mer, moi je pense toujours au sketch de Raymond DeVos, La mer démontée. Oui. À Biarritz, il est dans un café un jour, il est comédien. Il dit, je voudrais voir la mer. On dit, elle est démontée. Il répond, quand est-ce qu'on la remonte ? Et c'est parti comme ça, sa carrière. C'est parti comme ça. Ouais. Alors là, en fait, vous partez de l'imaginaire, ce qui est le contraire du travail journalistique que vous avez fait. Absolument. Mais ça, c'est cette capacité, alors on va me dire c'était équilibre ou déséquilibre, d'aller vers un autre monde, de pouvoir être... Finalement, quand vous êtes dans la réalité, vous avez des contraintes, il faut être rigoureux, il faut être dans une honnêteté intellectuelle, il faut vérifier tout ce qu'on dit. Là, je suis dans la position de l'écrivain qui invente. Donc là, j'ai une totale liberté. On pourra me dire, mais ça correspond pas à la raison. Ben oui, mais justement, moi, je rentre dans des histoires qui sont a priori un peu absurdes, mais qui, pour moi, ont une signification. Tous les personnages que j'ai inventés dans toutes les nouvelles de ce livre, c'est des personnages qui sont composés d'observations que j'ai pu faire. Oui, d'observations journalistiques au départ. Oui. Alors, le premier, c'est L'Extravagant, titre du livre et titre d'une nouvelle. Vous n'avez rien d'extravagant a priori, mais vous avez inventé un personnage. Oui, j'ai inventé un personnage. Mais le mot extravagant, je l'ai trouvé comme ça. C'est-à-dire que je cherchais un synonyme dans les dictionnaires sur quelqu'un qui erre, qui cherche sa voie, qui vague. On dit vague. C'est-à-dire on va dans 2 endroits. Puis extravaguer. Extra, c'est partir dans tous les sens, comme ça. Donc, effectivement, c'est dérangeant, les gens extravagants. Et le personnage, là, il va troubler complètement une communauté. Donc, j'ai essayé d'aller jusqu'au bout de cette idée illogique pour en faire une nouvelle qui, là aussi, nous fait réfléchir sur l'extravagance des gens. Oui, vous vous interrogez d'ailleurs sur les limites de l'extravagance. Oui. Est-ce que, par exemple, vous comme moi, on se promène dans la rue, puis on voit quelqu'un qui est habillé d'une certaine manière, qui chante fort, bon, il est différent de nous. Quelle est notre réaction ?
réaction de rejet, réaction attentive, réaction amusée, scandalisée, peu importe. Mais l'extravagance est intéressante en elle-même parce qu'elle nous dérange, parce qu'elle nous oblige à réfléchir sur l'âme humaine. Et puis, il y a l'excentricité aussi. Et le livre le plus célèbre sur les voyages, c'est Les 5 sous de la Varenne, je ne sais pas si vous le savez. Bien sûr. Les voyages excentriques de Paul d'Ivoire, qui a été une gloire de son époque, et lui aussi qui était le premier à être allé vers cette extravagance. Oui, mais Vialat, il a écrit des livres absolument formidables qui sont totalement extravagants aussi. Et c'est ça, moi, dans la littérature que j'essaye de faire depuis quelque temps, c'est d'aller vers des lieux de l'imaginaire que j'ai pas encore explorés. Parce que ça à la fois ça m'amuse, ça m'excite un petit peu, puis j'essaye d'en faire des histoires qu'on pourra raconter à d'autres comme ça. Alors justement, il y a des points communs entre les 10 nouvelles de votre livre extravagant. J'ai trouvé, entre la pelle à tarte, l'épidémie de hockey destructeur, un vol de chaussettes, il y a à chaque fois des meurtres ou des enquêtes policières. Oui, toujours un petit peu. Ah ben oui, parce que je veux que ça soit une lecture qui soit facile et que ça puisse intriguer et que on puisse c'est pas juste faire de la littérature sur un thème. Donc je crée des personnages et puis après je m'identifie à chacun des personnages. En fait, ce qui était assez amusant quand on écrit ça, c'est que d'abord c'est très condensé, donc il faut être très attentif à l'écriture. Et vous êtes obligé de jouer tous les personnages, de vous mettre à la place de chacun, un peu comme quand on écrit des pièces de théâtre ou autre. Et ça, c'est un exercice qui est assez jouissif pour un écrivain. Et quand vous dites que vous avez mis beaucoup de temps à écrire ce livre... Oui, j'ai mis plusieurs années, c'est des nouvelles que j'ai faites petit à petit. J'en ai encore 4 ou 5 autres d'ailleurs que j'ai mis de côté. Il y aura sans doute peut-être un deuxième ouvrage à terme. Mais ça prend du temps parce que j'écris à peu près tous les jours sur des carnets. Puis après, je reprends mes idées, j'écris à la main et ensuite je tape seulement. De façon à ce que y ait une maturation. Pour les livres de poésie que j'ai pu faire avant, par exemple, c'est ça aussi beaucoup. Donc c'est un accompagnement quasi constant. Oui, et puis vous allez aussi dans l'avant-garde, je dirais, avec l'avenir, un univers où on peut changer de prénom à volonté parce qu'on a une puce sous le bras. Ça vous arrivera peut-être un jour ? Ben oui. Ah oui, pourquoi pas. C'est-à-dire que, par exemple, vous vous appelez Jacques Pessis, vous pouvez dire « j'ai envie de m'appeler Anselme ». Bon, Anselme, puis c'est tout. Appelez-moi Anselme. Moi, j'aime bien finalement, regardez, dans le monde que vous connaissez infiniment mieux que moi, le monde du spectacle et des créateurs, ils ne se donnent pas de limites, aussi bien dans la mode qu'ailleurs. Ils inventent tout le temps. Quelquefois, on se dit « mais où ils sont allés chercher ça ?» c'est ça, voilà, c'est des histoires. Au fond, j'ai vu qu'Henri Gougaud était décédé, là, c'était un très très grand conteur. Eh bien, là, ces nouvelles, c'est un peu comme des contes à chaque fois. Et des contes que vous avez mis des années à écrire, mais encore plus d'années à imaginer, à rêver de faire. Oui, puisque je continue ça, mais j'aime bien cette période de ma vie où je continue à faire ce métier de journaliste et en même temps j'ai cet autre univers qui me permet de me raconter des histoires à moi aussi, de m'inventer. Il y en a plein qui tombent. Après, si 15 jours après je relis 3 pages, je me dis j'ai rien compris, alors je les enlève. Mais c'est aussi, ça nourrit beaucoup le travail. Oui, et puis quand on lit ce recueil de nouvelles, on se rend compte de la précision du mot et même de la virgule que vous évoquez. Oui, oui, mais j'essaye beaucoup ça. Je crois que le travail d'écriture, pour moi, est très important. De faire attention aux mots, faire attention au rythme de la phrase. Ça, c'est quelque chose auquel j'essaie d'être très attentif. Finalement, on est quand même radio et télévision, on est dans un monde qui s'efface très vite. On passe à autre chose. L'écriture, c'est concret, ça reste là comme ça. Le bouquin, il est là. Il y a un plaisir à l'ouvrir. Donc, je souhaite que justement cette écriture, elle soit un peu remarquée, si ce n'est remarquable. C'est tout ce qu'on vous souhaite aussi. Alors, dans ce livre, L'extravagant, Claude Sérillon, on y a aussi une observation de société avec le confinement. Vos personnages sont confinés. Est-ce que ça a un rapport avec le confinement qu'on a vécu ? Il y a eu certaines nouvelles ont été écrites à ce moment-là, oui. Alors donc, oui, très certainement, oui. Le confinement, c'était une drôle de période. Comment vous l'avez vécu ? Moi, je vais dire pas trop mal parce que
Bon, j'ai eu la Covid comme pratiquement tout le monde une fois, mais je suis passé à travers largement. J'étais beaucoup dans le sud. J'avais une maison à l'époque en Petite Camargue et j'ai pu sortir. J'avais la liberté d'aller me promener dans les vignes. J'allais même aider un ami vigneron. J'ai pas eu trop de contraintes, si ce n'est que j'assistais à une sorte de repliement de notre société. D'ailleurs, on n'en est pas sorti de ça. Regardez, les gens, ils sont tous sur leurs écrans. Ce qui me frappe beaucoup, c'est que quand vous prenez le métro à Paris, personne ne rentre en regardant l'autre. Et il m'est arrivé quelquefois de me pencher vers quelqu'un qui lisait un livre pour lui dire « Oh, ça fait du bien !» Et puis, il y a quand même dans ce livre, en filigrane, une crainte sur l'avenir, avec les océans qui disparaissent. Oui, mais je suis très sensible à toute la lecture scientifique qu'on nous propose sur le réchauffement climatique. Évidemment, nous, on peut se dire, on verra pas, puis qui se débrouille après nous. Mais quand même, on est en train d'engager fortement le destin de l'humanité entière dans les 50 ans à venir. C'est rapide. On voit les destructions un petit peu partout. On voit les dizaines de tornades aux États-Unis en ce moment. On parlait de la Papouasie, là où ça s'est effondré, c'est les glissements de terrain. En France, sécheresse, inondations. C'est-à-dire que si les gouvernants ne prennent pas réellement en compte les alertes données par tous les scientifiques, ça va être radical. Les populations vont mourir, des gens vont migrer fortement parce qu'ils ne pourront pas vivre là où ils sont. Regardez, récemment en Inde, c'était 47-48 degrés. L'être humain ne pourra pas respecter ça. Donc, il faut en prendre conscience. Il ne s'agit pas de raconter n'importe quoi. Il y a des scientifiques qui donnent tous les éléments. On doit pouvoir s'adapter, on doit pouvoir atténuer ce réchauffement. Mais ça veut dire qu'il faut prendre des mesures assez rapides et drastiques. Alors, votre livre, L'Extravagant, est lié à une maison d'édition qui s'appelle 100 000 milliards, oui. Et ça évoque autre chose. Interrogatoire. À quelle heure ce jour-là passe l'autobus de la ligne S de midi 20? Exercice de style de Raymond Queneau par les frères Jacques. Et 100 000 milliards, c'est aussi une expression chère à Raymond Queneau. Oui, et c'est un livre de Raymond Queneau, ouais, qui est un livre que je recommande à tout le monde. D'abord, c'est un beau livre, parce que c'est un livre qui recèle plein de mystères. C'est un livre avec des lanières. Donc vous avez le premier vers, vous soulevez la lanière et vous laissez la deuxième et ainsi de suite. Et donc vous pouvez composer 100 000 milliards de poèmes. Voilà. Et il faut savoir que l'exercice de style, c'est la même histoire avec 99 façons différentes de la raconter. Oui, quelle invention chez Raymond Queneau quand même. Alors, quelle invention aussi dans ce livre, mais la nouvelle, c'est un genre qui est un peu délaissé en général aujourd'hui. En France, oui. Je dirais dans cette partie de l'Europe de l'Ouest, oui. Les pays anglo-saxons aiment beaucoup les nouvelles. Il y en a pas mal. Moi, j'aime bien ce style-là parce que à chaque fois, c'est 30-40 pages maximum. Et donc, on peut le lire. Si on a 1 heure, 1 heure et quart, on peut le lire comme ça, une nouvelle. Puis on repose, puis on en prend une autre. Donc il y a une continuité, il y a un rythme qui, à mon avis, est bien adapté. Mais c'est vrai que, voilà, moi je fais ou des livres de poèmes ou des livres de nouvelles, donc c'est comme on dit, des niches. Mais ça permet d'avoir un lectorat qui est assez attentif et qui est dans une relation plus intime d'ailleurs. Oui, alors on dit souvent que le livre est mort et vous faites régulièrement des détours par les salons du livre. Et le livre, ça marche très bien, Claude Siri. Il y a beaucoup de gens. Alors, on voit, c'est réel, il y a un problème de pouvoir d'achat, donc les gens achètent un peu moins de livres. Mais ils viennent et ils aiment les livres. Et les livres de poche se vendent très très bien. Donc il y a quand même encore un appétit pour ça. Il y a comme un appétit pour des gens qui savent vous raconter des histoires. Oui, et beaucoup plus de jeunes qu'on imagine. Oui, et notamment je vais donner les titres de mes 2 livres de poésie, là, Se donner rendez-vous, Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai eu des jeunes qui sont venus les acheter. Parce que la poésie les intéressait. Comme si c'était quelque chose qui était plus dans leur intérieur, quoi.
Et l'avenir, vous continuerez à écrire des nouvelles, des poésies, peut-être un roman? Oui. Il y a plusieurs choses qui sont en train que je vais finaliser, je pense, dans les 2-3 ans à venir. Oui, mais je vais continuer, bien sûr. Bien sûr, c'est une activité. D'abord parce que je pense qu'il faut toujours avoir des projets, il faut toujours faire plein de choses qui sont enrichissantes. C'est pas à vous que je dirais le contraire, ni vous qui me direz le contraire, plus exactement. Donc oui, je vais continuer. Mais moi, j'aime bien pouvoir continuer mon métier de journaliste et cette possibilité d'être un écrivain, en tout cas quelqu'un qui écrit. Oui, non, un bon écrivain, et franchement, on lit avec beaucoup de plaisir. C'est extravagant, aux éditions 100 000 milliards, ces nouvelles. Effectivement, on peut passer d'une à l'autre et c'est pas désagréable en ce moment. Merci beaucoup. Merci Claude Sérillon. Donc je recommande ce livre à celles et ceux qui nous écoutent, et puis je recommande à Claude Sérillon de continuer à écrire pour qu'on vous retrouve un jour dans les Clés d'une vie. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir Jacques. Au revoir, les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.